En France métropolitaine, l'inondation est le principal risque naturel majeur et le plus endommageant. Elle peut venir du débordement d'un petit cours d'eau, d'un grand fleuve, mais aussi de la remontée d'une nappe phréatique, de la submersion marine ou encore, et de plus en plus fréquemment, du ruissellement en milieu urbain ou milieu rural. Si les bâtiments ne sont pas bien préparés à supporter une inondation, des artisans témoignent que leur remise en état peut prendre jusqu'à 18 mois. Il y a une cartographie qui existe déjà et vous pourriez connaître l'existence du risque en allant sur le portail erialgeorisque.gouv.fr. Sur les plus petits cours d'eau, pour les remontées de nappe ou alors pour des zones inondables par ruissellement, l'information elle est beaucoup plus difficile à trouver et il y a 3 endroits qu'on vous conseille. D'abord, dans votre mairie, il existe un document d'information sur les risques majeurs, le DICRIM. Sinon, au siège de la communauté de communes à laquelle le lieu où vous allez intervenir appartient. Et sinon, 3e piste, le syndicat qui entretient la rivière qui traverse le lieu où vous allez travailler. Les documents réglementaires d'urbanisme existent aussi, les plans de prévention des risques inondations et le plan local d'urbanisme. Vous pouvez les trouver sur le site de la préfecture ou alors sur un site national géoportail urbanisme.gouv.fr. Alors, les dommages à un bâtiment dépendent de la manière par laquelle l'inondation arrive et de sa durée. Quand l'eau arrive avec de la vitesse, sa force dynamique peut casser des ouvertures, éroder les fondations, provoquer des chocs avec les morceaux de bois, les troncs d'arbres. C'est une situation qu'on rencontre dans les rivières de montagne, de collines qui ont de la pente et sont encaissées. Dans ce cas, on peut protéger les soubassements et les ouvertures qui recevront le long de la crue. Sur ces territoires et situations où on est prévenu quelques heures avant, il est rare que des gens aient le temps de poser des bâtards d'eau. La mise en vitesse peut arriver dans n'importe quelle configuration, y compris dans la plaine, au moment où il y a de la vidange et le bâti peut être un frein à l'écoulement. On a aussi vu qu'il y a des inondations par les vagues. C'est ce qui s'est passé à plusieurs endroits lors de la tempête Xynthia. La hauteur et la durée d'inondation jouent également sur les dommages. Dans un logement, les dommages sont importants dès qu'on dépasse le niveau des plaintes et que l'eau reste quelques heures. Et si on veut empêcher l'eau de rentrer, il faut vraiment s'assurer que les soubassements, les murs, les ouvertures sauront résister à la poussée de l'eau. Après quelques heures, l'eau peut traverser un mur quel qu'il soit. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est la nature du sous-sol. Le sursol sableux, on peut avoir des affouillements qui déstabilisent les fondations. La nature des matériaux rentre également en ligne de compte. La brique résiste mieux, mais se gorge d'eau en absorbant aussi les éventuels polluants que l'inondation apporte. Les murs anciens sont plus résistants, mais s'imprègnent quand même. Il faut être attentif aux bâtiments à ossature bois qui ont une probabilité forte de déformation à partir d'un jour ou deux d'inondation, ce qui nécessitera de reprendre une partie du second œuvre. Les ossatures métal résistent bien, mais peuvent ensuite se corroder, surtout si on a une submersion d'eau de mer. La nature des matériaux utilisés pour les cloisons influe également sur les dommages. Le plâtre et le carton résistent mal en milieu humide. Les panneaux alvéolaires sont à déconseiller car ils seront endommagés à 50%. Ce sont des isolants fibreux qui s'endommagent le plus. Qu'ils soient en panneaux, en rouleau, de fibres minérales ou végétales, ils s'imbibent à 100% dès que l'inondation dure quelques heures à cause de leur grande capacité à absorber l'eau par capillarité. Le polystyrène, lui, s'endommage moins, mais il a l'inconvénient de flotter et de pouvoir se désolidariser de son support. Ensuite, la phase de vidange, de nettoyage et de séchage sont très importants pour limiter les dommages et les reprises de travaux. Il faut vous demandiez quelle stratégie vous allez adopter. Soit vous évitez que l'eau rentre, et à ce moment-là, il faut mettre votre bâtiment au-dessus des plus hautes eaux connues, sur un tertre ou alors sur pilotis. Vous pouvez aussi empêcher l'eau de rentrer dans le bâtiment et résister à son entrée, mais il faut encore que cela tienne. Et sinon, vous cédez, vous laissez l'eau rentrer, si les hauteurs d'eau le permettent, et que vous avez décidé d'empêcher l'eau de rentrer, il faut disposer des techniques pour fermer les ouvertures. Mettre des clapets anti-retour sur les réseaux d'évacuation par les eaux usées ou les eaux pluviales. Des bâtards d'eau dans la partie résistante du mur sur toutes les ouvertures. Et vous aurez aussi à occulter les trappes du vide sanitaire, les orifices d'aération. Une bonne pratique consiste à surélever les réseaux électriques. Positionnez le tableau électrique et les équipements fixes sensibles comme une chaudière au-dessus du niveau d'inondation le plus haut déjà connu. S'il y a un vide sanitaire, il doit être visitable.
pour s'assurer que l'eau s'en va bien, qu'il n'y a pas de boue, et vérifier aussi d'éventuels dommages structurels sur les porteurs. S'il y a des cuves aériennes en extérieur, il faut les arrimer au sol, de préférence par un verre radié, et puis mettre un évent qui empêche l'eau de rentrer à l'intérieur. Petit point aussi pour la sécurité des personnes. Les maisons de plain-pied doivent disposer d'une zone refuge au-dessus de l'inondation, donc éventuellement, on doit reconstruire un étage. Il faut prévoir une sortie à l'extérieur, par le toit, avec une fenêtre minimum d'1 mètre carré. Il faut prescrire les rideaux électriques, parce que sans électricité, on ne pourra plus les ouvrir, les gens ne pourront pas sortir. Et puis si vous avez une piscine ou des bassins à l'extérieur, il faut les clôturer pour éviter que des gens tombent dedans. Il est essentiel de s'informer systématiquement sur le risque inondation au regard de la parcelle considérée, de comprendre l'aléa, les dommages qui peuvent arriver et ensuite, selon le type d'inondation, en œuvre, on adapte la conception, en rénovation, on améliore le bâti existant en profitant des travaux de rénovation. Vous avez un devoir de conseil. Tout professionnel, maître d'œuvre, entreprise qui intervient sur un bâtiment en zone avec risque d'inondation doit s'informer sur l'existence du risque. Le cas échéant, alerter le maître d'ouvrage et proposer des travaux adaptés en informant le maître d'ouvrage qu'il pourrait y avoir des dispositions complémentaires à prendre pour les autres parties du bâtiment.